à vous d'être venu sur le site de l'ENS Lyon pour écouter la session organisée par l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts qui s'intitule « Comment mieux gérer l'eau ». Pourquoi cette session? Donc elle est organisée par la Caisse des dépôts, mais on y reviendra pendant la session, qui est un investisseur institutionnel engagé dans la transformation écologique et au titre des stratégies prioritaires dans le champ de la transition écologique. Il y a la question de l'eau, de la gestion de l'eau, qui devient aujourd'hui un sujet stratégique. Alors cette année, nous débordons d'eau parce que nous avons des phénomènes extrêmes en termes d'inondation, mais l'année dernière, il y a 2 ans, on était plutôt dans des situations de stress hydrique. Donc en fait, on peut constater que le dérèglement climatique génère une situation imprévisible, chaotique au niveau de l'eau, d'où l'enjeu de la question de sa gestion, de comment trouver les moyens de gouverner l'eau de manière la plus apaisée possible. Et c'est précisément ce sujet de la gouvernance de l'eau que nous voulions discuter ce matin et que nous avons proposé au programme DGECO. Donc alors, vous avez un numéro là, mais je pense que vous connaissez le système. Vous pourrez poser vos questions donc, par SMS et moi je les reçois et je peux les relayer à la tribune. Donc pour discuter de cette question de l'eau, j'ai proposé, et je remercie les intervenants d'avoir très aimablement accepté d'intervenir, donc le panel suivant avec François Bafoile, donc, qui est directeur de recherche émérite au CNRS, chercheur au CERI à Sciences Po, Thierry Burlot, donc président du comité de bassin Loire-Bretagne, également président du Cercle français de l'eau, Madame Anne Gros-Perrin, donc vice-présidente de la métropole du Grand Lyon, en charge du cycle de l'eau, et Solène Le Fur, donc de la Banque des Territoires, directrice du programme eau, et donc on reviendra sur l'engagement de la Caisse des dépôts dans le champ de l'eau. Alors comme nous avons débordé un petit peu pour le démarrage, je vais tout de suite donner la parole à François Bafoile, donc qui normalement a un petit support PowerPoint. Donc pour commencer, un peu les enjeux géographiques, hein, c'est quoi un bassin versant et la gouvernance qui y est attachée, et les questions et les tensions qui existent. Merci Isabelle, bonjour à toute l'assistance. Donc comme l'a dit Isabelle, je vais intervenir sur une présentation vraiment très générale pour vous donner les principaux repères. Voilà, donc pour commencer, je pense qu'il y a 3 dates qu'il faut avoir en mémoire quand on parle de l'eau, 1964, 1992, 2000, étant entendu que dans les années 2000 et dans les années 2010 et même 2020, il y aura encore d'autres lois. Mais je m'arrête à ces 3 qui sont, me semble-t-il, les plus importantes. La première de 1964 qui institue la loi sur l'eau et la création des agences de l'eau, dont vous voyez ici la configuration, il y en a 6. Adour-Garonne, donc qui ne correspond pas, vous avez compris, ni au département, ni aux régions actuelles, mais au bassin versant. Et je viendrai au bassin versant dans la deuxième partie de mon exposé. Donc vous avez Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée, Loire-Bretagne. Thierry Burlot nous parlera sans doute de Loire-Bretagne, avec la caractéristique particulière que la Bretagne n'a pas de fleuve en tant que tel, mais que la Loire, elle se jette du côté de Nantes et en Loire, en Pays de Loire, pas en Bretagne. Seine-Normandie, avec la Seine évidemment, Artois-Picardie et Rhin-Meuse. Rhin-Meuse avec la particularité du Rhin, de la Meuse, de la Moselle. Et donc l'autre particularité, c'est que vous avez des agences qui sont transfrontalières, enfin ou plutôt des territoires, des agences transfrontaliers, puis d'autres qui n'en sont pas. Ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est que les raisons qui ont conduit à la création de ces agences en 1964 sont toujours actuelles. Plus de 60 ans après, on se confronte toujours aux mêmes enjeux. C'est l'augmentation des inondations au début des années 60, c'est l'importance de la pollution des rivières, et c'est l'opposition entre les crêtes et les vallées, entre les hydroélectriciens et les irrigants. Et c'est encore notre problématique aujourd'hui, puisque ce dialogue, si on peut dire, entre ces 2 grands utilisateurs de l'eau se jouait aussi aux dépens d'un tiers qui contestait effectivement cette exclusion. Le deuxième élément important de cette création en 64 des agences de l'eau, c'est la création des comités de bassin, ou dit encore Parlement de l'eau, qui réunissent en leur sein les éléments de la démocratie, les élus, les professionnels
et la société civile, pour des proportions variées en ce qui concerne les comités et les commissions locales de l'eau, j'y viendrai. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a l'élément technique avec la création des agences, et on a l'élément démocratique avec la création de ces comités de bassin. Et c'est ça qui fait quand même la très grande qualité de cette construction, il faut le dire, de cette construction de la politique de l'eau. Et le troisième, puisque cela s'inscrit dans l'architecture française caractérisée par un État centralisé, la création de l'échelon de préfet coordinateur de bassin, représentant de l'échelon central. Et donc on a ces trois éléments, techniques, démocratiques et représentants de l'État, encore une fois, qui fait, à mon sens, l'excellence, quoi qu'on en dise, de ce modèle. La deuxième période qu'il faut avoir en mémoire, c'est l'année 1990, où vous avez la création de la direction de l'eau au sein du ministère de l'Environnement. C'est récent, hein, ça fait 30 ans. Et avec cette création, vous avez l'instauration de deux types de documents, de deux types de stratégies qui s'avèrent essentielles et qui aujourd'hui encore sont l'objet de la qualité, enfin, ou les sujets de la qualité, et en tous les cas, en ce qui concerne, moi, les recherches que je conduis sous l'autorité d'Isabelle, c'est sur ces points-là que je me penche. Le SDAGE, qui est la stratégie élaborée au niveau du comité de bassin, c'est-à-dire au niveau de l'agence, d'une des 6 agences, chaque agence développe, enfin plutôt chaque comité de bassin développe et l'agence met en œuvre. Donc ça c'est le schéma stratégique d'aménagement de l'eau. Et le SAGE, peut-être, enfin pas plus important pour le chercheur parce que c'est le local, là vraiment c'est le local qui est en jeu, le SAGE, le schéma d'aménagement de la gestion de l'eau, qui est au niveau local, non pas la reproduction du SDAGE, mais s'inscrivant dans les prescriptions du SDAGE, les met en œuvre à l'aune ou à l'épreuve plutôt des conditions locales. Et donc là, c'est ça l'enjeu finalement de la recherche, c'est de comprendre, et je conclurai mon PowerPoint là-dessus, quels sont les types de SAGE, quels sont les enjeux auxquels les acteurs politiques, économiques, sociaux se confrontent, puisqu'il faut arriver à un consensus pour établir ce fameux document. Et le troisième, je vais très vite, c'est l'année 2000, mais elle est extrêmement importante, puisque c'est l'année où la Commission européenne s'empare de l'eau et émet une directive, avec encore des sujets qui sont toujours aujourd'hui des sujets d'actualité, l'atteinte du bon état des lieux, qu'elle fixe à 2027, avec des éléments quantitatifs de mesure, c'est extrêmement important, la quantité, la non-détérioration de l'état des masses d'eau, la qualité, et là il y a encore des indicateurs qui viennent soutenir cette réflexion, et puis la répression des rejets des substances dites prioritaires. Donc c'est tout cet effort d'épuration de l'eau, surtout de sanction des rejets indus. Voilà, c'est le cadre général sur lequel je voulais insister. Le deuxième point, je vais très vite... Ah, vous l'avez... Oui, c'est moi qui... Pardon. Il faut que je sois synchrone. Ce que j'appelle technique et politique, je rappelle donc les comités de bassin, donc l'élément parlementaire, si on veut, par rapport à l'agence qui met en œuvre, le comité de bassin, voilà les chiffres, 4 collèges, État, collectivités territoriales, usagers économiques, usagers non économiques. Alors, je ne sais pas s'il y a une balance, et si on peut dire qu'il y a une balance, mais en tous les cas, vous avez tous les éléments qui participent à la démocratie de l'eau, puisque c'est ce Parlement, acceptons le terme, qui établit la politique qui va régler la gestion de l'eau. Et encore une fois, la clé donc, qui est au niveau local, la commission locale de l'eau, qui reprend avec une certaine différence, mais pas très importante, des représentants en son sein, qui est en charge de la gestion quantitative, de l'eau, qui est un problème essentiel, mais il faut toujours comprendre la quantité avec la qualité avec la quantité. La quantité, je vous rappelle quand même qu'il y a une baisse d'eau disponible à l'horizon, enfin depuis 2022, qui est estimée de l'ordre de 10 à 40%, la perte des masses d'eau, donc c'est un élément extrêmement important. Et puis la gestion qualitative, puisqu'on estime aujourd'hui, en moyenne, donc évidemment tout ça mérite d'être évalué à l'aune de chaque agence, à 44% l'état qualitatif, c'est-à-dire le bon état de l'eau en France, 44%, ce qui est très faible. Et donc la Commission a porté à 2027, mais ce sera reporté à 2027, le bon état des lieux. Évidemment, c'est un enjeu
fondamentale, c'est toute la question des nitrates, des pesticides, des rejets des métaux lourds, tout ce qui contribue à la dégradation de l'eau. Et le troisième point dont se charge la CLE, la Commission locale de l'eau, mais aussi les comités, c'est la continuité écologique et sédimentaire, c'est-à-dire faciliter finalement la reprise par l'élément piscicole des cours d'eau, et donc pour ce faire, lever les obstacles qui sont sur les cours d'eau, les reméandrer, refaciliter finalement la mobilité des poissons. Et là se pose la question importante, on sourit un peu, on se dit que c'est pas très important, mais c'est très important, la question des moulins, puisque les moulins en fait sont des droits ancestraux qui font que les propriétaires peuvent ne pas bouger face à l'injonction, et que donc là il y a des conflits importants en ce qui concerne leur présence sur des cours d'eau qui font parfois obstacle à son évolution. Le troisième point, c'est peut-être un peu trop compliqué parce qu'on le reprendra, dans la discussion sans doute, c'est que cette politique de l'eau, finalement, elle s'impose pas, enfin, elle s'impose bien entendu, mais elle s'inscrit dans un cadre réglementaire qui est celui qui lui préexiste et qui touche à l'urbanisation, qui touche à l'aménagement du sol, donc c'est le fameux SCOT, le schéma de cohérence territoriale, c'est le PLU, le plan local d'urbanisme. Et ce que je veux dire en indiquant cette slide, c'est que les décisions sur l'eau, celles qui sont prises par les commissions locales ou celles qui sont prises encore plus par les sages, et que les sages, les schémas d'aménagement de gestion de l'eau, vous vous souvenez au niveau local, mais on va le voir localement ce que cela signifie, doivent finalement s'intégrer. Évidemment, la grande question qui est derrière, c'est comment, face à cette nécessité de construire des logements, d'étendre les villes, de loger les Français, comment fait-on avec ces prescriptions touchant l'eau, où il s'agit d'abord de l'épargner, et puis de faciliter son cours, et puis de désimperméabiliser, le terme est horrible, etc., de faciliter dans les villes son cours, etc. Comment est-ce qu'on combine ce qu'on appelle des injonctions finalement contradictoires? Je vais y venir à la deuxième partie, pour ne pas être trop long, qui est la gestion concrète. Et là, en France, ça a été la particularité, et puis ça s'est étendu ailleurs, et l'Europe avait repris, on gère l'eau par bassin versant. Un bassin versant, au plus court de la définition que je puisse donner, c'est une unité territoriale qui se définit par 3 dimensions. La dimension de la crête et de la vallée, donc la question avec l'eau du ruissellement, du haut vers le bas, la question de la longueur, c'est-à-dire de l'amont et de l'aval, donc le ruissellement, les eaux qui ruissellent se versent dans une rivière ou se versent dans un fleuve, et donc vont de l'amont à l'aval, et ce que ne montre pas la carte là, puisque bon, on peut imaginer... Oh, pardon, excusez-moi. Voilà le bassin versant, donc les 3 dimensions, le haut vers le bas, l'amont, l'aval, et vous avez la 3e dimension extrêmement importante, celle qui renvoie aux eaux superficielles et aux eaux profondes, les fameuses nappes phréatiques. Donc ces 3 indications extrêmement importantes pour la gestion de l'eau impliquent 2 exigences. La première, c'est la solidarité entre les acteurs d'un bassin. Il y a toute une littérature, notamment nord-américaine, qui essaie de conjoindre unité territoriale, unité des communautés qui y vivent, ce qui n'est pas tellement notre problématique en France, mais néanmoins la solidarité entre l'amont et l'aval, ou entre la crête et la vallée, est extrêmement importante, et donc la responsabilité des humains, de nous autres, vis-à-vis de la biodiversité qui est la nôtre, qui nous entoure. J'arrive à quasiment la dernière slide, les sages. J'ai essayé de distinguer, 3 types de sages. Je rappelle, schéma d'aménagement de la gestion de l'eau, c'est-à-dire au niveau d'un sous-bassin versant, d'une unité hydrographique, ça peut être une rivière, un ruisseau, etc. J'en distingue 3. Le rural. Alors, je rappelle tout de suite que malheureusement en France, mais on y reviendra sans doute, la France n'est couverte que par 55% de sages. Autrement dit, toutes les éléments administratifs ne s'emparent pas de la question de la problématique de l'eau, ce qui est un vrai problème. Les sages ruraux donc sont
confrontés, disons, à la problématique, alors la conjointe de la quantité, de la qualité, je ne pense pas qu'il ait besoin de s'étendre sur la question des phytosanitaires, sur la question des nitrates, sur la question de la pollution des cours d'eau, mais aussi la pollution des zones humides, la dégradation des zones humides, la dégradation des terrains, la dégradation des haies, etc. On ne cesse d'en parler. Et l'exigence, l'enjeu, c'est dans ce dialogue, difficile dialogue, entre les autorités en charge de la gestion de l'eau et les exploitants, qui soient agricoles, là je parle des agricoles, mais ça pourrait être les industriels, je vais y venir, quel est le type de compensation qui peuvent s'établir pour rémunérer celui qui va être appelé à modifier ses pratiques, voire à céder ses terres pour que la biodiversité renaisse, etc. Ça, c'est le premier, les sages ruraux, c'est extrêmement important, extrêmement varié en fonction des configurations, et en France, elles sont très nombreuses. Le deuxième, c'est les sages urbains, et là, l'enjeu, la problématique, c'est l'artificialisation des sols, ou plus exactement la désimperméabilisation, la création d'espaces verts, la création, la cessation d'îlots de chaleur, donc les lieux où l'on favorise la plantation des arbres, etc. La découverture des cours d'eau, comme vous savez, beaucoup de cours d'eau dans l'histoire, dans les décennies récentes, ont été annulés, recouverts. Et l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on favorise en même temps imperméabilisation ou désimperméabilisation, etc., et construction de logements. Et le troisième sur lequel on ne se penche pas beaucoup, mais qui est extrêmement important, nous sommes un vieux pays industriel, avec des friches industrielles considérables. Comme vous le savez, toute l'industrie s'est construite autour des cours d'eau. L'industrie, la sidérurgie, la chimie, les mines, les papeteries, allons-y, toutes se sont servies des cours d'eau, à la fois pour les process industriels et pour rejeter leur rebut, leur traitement de la matière. Et donc l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on retransforme ou comment est-ce qu'on renature ces terrains qui ont été totalement détruits. Je reviens d'une mission que j'ai faite du côté de Longwy, dans le nord-est lorrain, etc. C'est effroyable, il n'y a pas d'autre terme. Et là, l'enjeu, c'est la découverture des rivières qui ont été disparues. On a construit les usines dessus. Donc, et l'enjeu, c'est donc comment est-ce qu'on aménage d'un point de vue positif, puisque ces vieilles industries ont abandonné le terrain, comment est-ce qu'on aménage le foncier, comment est-ce qu'on réintroduit l'eau dans ce foncier pour la construction de logements à venir. Je termine ma dernière slide. Je voudrais dire ceci, que le problème de la gouvernance de l'eau en France, ce n'est pas le problème de la confrontation de la centralisation et de la décentralisation. Ça, finalement, ça fonctionne. Sinon, très bien, ça fonctionne bien. Même s'il y a plein de problèmes, on est d'accord. Le problème, c'est de la capacité des échelons délégués à disposer des financements propres. Ça, à mon avis, c'est la question centrale. Je suis content d'entendre votre agrément, mais je pense que... Voilà, c'est la dernière slide. Hein. Pardon, excusez-moi. Voilà. La capacité financière, c'est parce que les charges et les risques s'accroissent, mais là, Thierry Burlot en dira beaucoup plus que moi et celles qui m'entourent aussi. Les EPTB, c'est-à-dire les établissements territoriaux de bassin, n'ont pas les moyens de lever l'impôt. D'autant plus que les départements chargés, eux aussi, de taxes et d'impôts divers ont tendance à se retirer, et que nombre d'intercommunalités jouent en fait le free rider, c'est-à-dire en fait délèguent leurs compétences en matière de gestion des milieux aquatiques et de la protection des inondations, cette fameuse GEMAPI, en fait la délègue aux EPTB ou à des syndicats, etc., mais se dispense d'entrer dans les structures dans lesquelles il faudrait payer et dans lesquelles il faudrait s'investir, et du coup elles fonctionnent comme des freeriders. Et le deuxième enjeu, peut-être plus massif encore, mais plus général, et qui n'est pas théorique, c'est pas seulement une question de gestion publique, l'eau, c'est une question de démocratie et de justice. L'eau demeure un bien commun. Je ne m'étends pas, je cesse là-dessus, c'est-à-dire que ça n'est pas le lieu de l'entre-soi. Je vous remercie. Merci infiniment François. Nous avons déjà une question, mais on y reviendra après. On va d'abord faire le tour de l'ensemble de nos intervenants. Donc Thierry Burlot,
À la lumière de la présentation de François Bafoile qui évoque les enjeux de gouvernance, comment se traduisent ces problématiques dans votre terrain, notamment le comité de bassin Loire-Bretagne, mais peut-être aussi vous avez une vision sur les autres bassins au titre du Cercle français de l'eau. Quelles sont la manière dont vous réglez ces questions? Bien, écoutez, merci. Je vais essayer, je vais vous dire un peu ce que je pense directement, ce sera plus simple. C'est vrai que cette loi de 64 est fondatrice. Et c'est vrai que, pour ma part, il a fallu que j'aille à l'étranger, au Forum mondial de l'eau à Dakar, pour entendre dire que cette loi a fait école dans le monde et qu'elle est un peu fondamentale. On avait oublié tout ça en France, hein. Et on vivait tellement dans l'abondance et dans la suffisance qu'il n'y avait pas de sujet. Et là, on découvre avec le dérèglement climatique et l'accélération un vrai sujet d'inquiétude. On passe de sécheresse à inondation avec une violence incroyable. Alors inutile, je crois, de vous dire de vous rappeler ce qui s'est passé ces dernières semaines, mais ça devient très angoissant. Et on est en train de découvrir que cette eau si abondante, même en métropole, ça va devenir un sujet. On a découvert à travers les sécheresses de 2022 et 2023 que sans eau, pas d'économie, sans eau, pas d'agriculture, sans eau, pas de santé publique, sans eau, pas de biodiversité. Et que cette eau qui était abondante, il va falloir apprendre à la gérer et à la partager. Alors ça, c'est nouveau. Alors moi, j'ai eu la chance de me balader du côté de Sainte-Soline pour essayer de tenter une médiation sur le sujet de l'eau, suite aux événements. Je peux vous dire que j'ai vu un territoire dévasté, entre des usagers et des populations qui ne se comprennent plus. Donc attention, parce qu'aujourd'hui, en métropole, sur le sujet du partage, on n'est pas prêt. Mais on n'est pas prêt du tout. Et ça peut devenir un vrai sujet de tension. Alors, la loi de 64, c'est une très belle loi et je pense que nos parlementaires à l'époque avaient fait preuve vraiment beaucoup d'imagination. Mais il y a 3 difficultés que je vais vous citer. La première difficulté, c'est le périmètre hydrographique. Si François, tu pouvais remettre la carte, ça serait intéressant. Le périmètre hydrographique, c'est le fleuve. C'est de dire qu'un fleuve, ça se gère de l'amont vers l'aval. Excusez-moi, est-ce qu'on peut remettre le PowerPoint, s'il vous plaît? Donc ça c'est parfait. Sauf que le périmètre hydrographique n'a aucune légitimité politique. Et c'est un président de comité de bassin qui vous parle. Le périmètre hydrographique n'a aucune légitimité politique. On ne l'écoute jamais, pour faire simple. Alors on nous a demandé, ou on nous demande, d'écrire ce qu'on appelle les fameuses DAGE, schéma d'aménagement de gestion des eaux. Donc l'ambition du fleuve pour les 6 années qui viennent. Ce qu'on vient de faire. On a produit 17 kilos de papier pour faire ça. Mais personne ne lit le SDAGE. Personne ne sait ce que c'est le SDAGE. À part, évidemment, les techniciens. Et il faut être très bon technicien pour être capable de lire un document pareil. Parce que c'est illisible. C'est illisible. Et malheureusement, lorsqu'on a écrit ce SDAGE, on a écrit une ambition qualitative, mais on vient de découvrir qu'il fallait aussi écrire une ambition quantitative. Parce que le sujet de la quantité, c'était jusqu'à présent pas un sujet. Sauf qu'aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Dans la Loire, sur la Loire par exemple, au Mont Gerbier-de-Jon, ce que Giscard d'Estaing appelait le château d'eau de la France, c'est moins 30% d'eau en 2050. Donc là, ça commence à devenir très très inquiétant. Donc périmètre hydrographique, évidemment une réalité géographique, mais une légitimité politique nulle. Nulle où on ne nous écoute pas beaucoup.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, lorsqu'on construit des politiques publiques en France, on aime bien les construire en silos. Toi, tu t'occupes de l'économie, toi, tu t'occupes de l'aménagement de l'espace, toi, tu t'occupes de l'environnement, toi, tu t'occupes... Moi, j'ai été 17 ans vice-président de la région Bretagne en charge de l'environnement. Soyons très clairs, le dernier budget ou l'avant-dernier budget qui était voté, c'était le mien. Hein. Et c'était quand on avait fini de parler des choses sérieuses. Les choses sérieuses, c'était l'économie, c'était tout ça. L'environnement, qu'est-ce que tu nous embêtes avec tes histoires? Alors, il faut faire bien parce que c'est dans l'air du temps, mais c'était comme ça. Ben aujourd'hui, si vous n'avez pas l'environnement, vous n'avez plus le reste. Et on est en train de découvrir que sans environnement, sans eau, vous n'avez pas d'économie. Mais on est en train de découvrir ça. Et moi qui suis breton, je peux vous dire que le problème de l'eau en Bretagne, ce n'est pas un problème environnemental. C'est un problème de développement économique et d'aménagement de l'espace. Et ce n'est pas autre chose. Et c'est l'économie des territoires et l'aménagement des territoires qui fait la qualité de l'eau des fleuves. Hein. Et ce n'est pas autre chose. Donc si, lorsque vous définissez des politiques publiques en matière économique, en matière agricole, en matière industrielle, si vous définissez des politiques en matière d'urbanisation, etc., si vous ne parlez pas de la question de l'eau, vous êtes à côté de la plaque. Et finalement, c'est la manière dont vous allez aménager l'espace qui va faire la qualité de l'eau des fleuves. Alors si je vous dis ça, c'est pour vous montrer un petit peu l'incohérence aujourd'hui. On a voté le SDAGE. Ah, on a bossé. Hein. Je peux vous assurer qu'on a eu des réunions à n'en plus finir. Et puis des tensions entre les uns et les autres, etc. Bref, on vote le SDAGE. Un gros document. Et puis, on nous dit il faut que vous sollicitiez l'avis de l'autorité environnementale. Très bien. Donc, on sollicite l'avis de l'autorité environnementale et l'autorité nous dit très bon document. Le problème, c'est qu'il ne parle pas au SRADET des régions. Régions qui sont en charge de l'aménagement de l'espace et du développement économique. Donc, problème par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc, par curiosité, je suis allé voir le SRADET des régions, ou les SRADET des régions, puisque nous, Loire-Bretagne, on traverse 6 régions. Sur tous les SRADET, avis de l'autorité environnementale, je les ai tous lus. L'autorité environnementale dit très bien les SRADET des régions, mais ils ne parlent pas aux SDAGE. Donc personne ne se parle. On établit des documents de planification, mais personne ne se parle. Et c'est ça la réalité de la politique de l'eau aujourd'hui en France. C'est qu'on ne pourra réussir que si on est dans la cohérence des politiques publiques. Alors, démocratie de l'eau, les parlements, moi j'ai la chance de présider le comité de bassin Loire-Bretagne, c'est formidable. C'est la première fois qu'on inventait la démocratie participative, puisque finalement on a des agriculteurs, des industriels, des élus, des associations, des consommateurs, pour définir une politique. C'est merveilleux. Mais qui c'est qui nous écoute? Personne. Alors, dernier point, qui est une difficulté, c'est que on a créé, François l'a dit, les agences financières de l'eau. Alors ça, c'est une merveille, parce que c'est la seule politique publique en France qui a un budget dédié. C'est formidable. Et c'est un budget dédié sur la base des redevances que tout à chacun paye quand on paye notre eau. C'est à peu près 10% du prix de l'eau. Donc, cette politique publique, c'est 2,5 milliards d'euros par an, aujourd'hui. Enfin, 2 milliards, c'était 2 milliards, ça va passer à 2,5 milliards avec le plan eau gouvernemental qui a été voté. Donc ça, c'est bien. Mais l'État considère que c'est son argent. Alors, c'est déjà une difficulté. Parce que ce n'est pas l'argent de l'État, ce n'est pas de l'impôt, c'est de la redevance qui est perçue sur nos redevances à tous. Et l'État s'accapare cet argent pour dire c'est le mien. C'est déjà un peu limite, mais vous imaginez bien qu'en période de tension financière comme on est aujourd'hui, au moment où on a des déficits publics, l'État regarde ces 2,5 milliards avec des étoiles dans les yeux, évidemment. Donc, la manière dont les agences de l'eau sont gérées, je vais vous donner un exemple. Le président du comité de bassin que je suis n'est pas membre de l'agence de l'eau, du conseil d'administration de l'agence de l'eau. Parce que l'État dit c'est le préfet qui gère. Donc vous voyez,
l'État décentralise, mais l'État garde la main sur... Alors, pour finir, parce qu'il y aura tellement de choses à dire, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que je disais à François, en venant, pour la première fois, je crois qu'en 2024, le montant des catastrophes naturelles va dépasser le budget des agences de l'eau, en France. Je ne sais pas si vous imaginez. Le montant des catastrophes liées à l'eau va dépasser le budget des agences de l'eau. Donc là, il y a quand même un vrai sujet à imaginer ce qui va se passer demain. Parce que vous avez vu le risque assurantiel de moins en moins couvert, les catastrophes se succèdent les unes après les autres, et à chaque fois, c'est par centaines de millions d'euros. La deuxième chose que je veux souligner, c'est qu'on a souvent utilisé les agences de l'eau et le financement des agences de l'eau pour financer bien d'autres choses. Historiquement, les agences de l'eau, c'était le principe, je paye une redevance qui va être utilisée pour moderniser les services d'eau et d'assainissement, pour faire de l'assainissement, pour améliorer les traitements, etc. Comme on avait beaucoup d'argent, l'État a dit, mais attendez, vous allez payer la biodiversité, 400 millions d'euros, vous allez payer les mesures environnementales et climatiques en lieu et place du ministère de l'Agriculture, vous allez payer le bio, et surtout, aujourd'hui, vous allez payer le financement du grand cycle de l'eau. Je vous rappelle que le financement des agences de l'eau, c'était le financement du petit cycle de l'eau, c'est-à-dire l'eau et l'assainissement. Et là, on est en train de faire payer aux consommateurs tout autre chose. On est en train de lui faire payer le financement ou le dysfonctionnement du grand cycle de l'eau, avec tout ce qui nous arrive. Sécheresse, inondation, accélération, etc. Et là, pour la première fois, le financement du grand cycle de l'eau est en train de dépasser le financement du petit cycle de l'eau dans les 12e programmes. Donc là, ça devient une vraie difficulté. Alors, ce que je voudrais vous dire pour finir, c'est que on a trop souvent utilisé les fleuves pour séparer les territoires. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on utilisait même les limites des fleuves pour séparer les départements, les régions, les communes, les EPCI. Et on a tout fait finalement pour séparer et avec pour conséquence de ne pas avoir une vision globale des choses, de l'amont vers l'aval. Donc il faut qu'on redécouvre les fleuves. Il faut qu'on redécouvre l'hydrographie. Et il faut qu'on soit capable de signer ce que j'appelle des contrats de gouvernance entre les périmètres politiques et les périmètres hydrographiques. Il faut redonner du sens au fleuve. Il faut retrouver des solidarités dans le fleuve, entre l'amont, l'aval, la ville, la campagne. Et ça, c'est essentiel. Et attention, moi qui suis sur le bassin Loire-Bretagne, mes amis auvergnats nous disent « on veut garder notre eau ». Ce qui se passe en dessous, ce n'est pas notre sujet. Mais en dessous, il y a des centrales nucléaires, il y a de l'eau potable, il y a de l'industrie, il y a de la tension. Donc tout ce que vous allez retenir en amont ne profitera pas à l'aval. Et vous avez bien conscience tous que c'est bien les efforts de l'amont qui profiteront à l'aval. Et là se pose la question des solidarités entre l'amont et l'aval. Qui paye ? Et je prends souvent l'exemple des inondations. Ce n'est pas à l'endroit où on subit l'inondation qu'il faut agir. C'est bien en amont, mais parfois sur des périmètres politiques différents. Qui paye ? Qui paye le ralentissement de l'eau ? Qui paye la préservation des zones humides? Qui paye la remise en état du bocage? Qui paye les agriculteurs pour couvrir les sols en hiver, etc., etc. Et ça pose la question de la solidarité financière. Et là, les redevances telles qu'elles sont établies aujourd'hui sur le principe du petit cycle ne fonctionnent plus. Et le dernier point qui, moi, me tient à cœur, il faut qu'on arrête de penser que la question de l'eau, c'est une question
d'écolos ou d'environnementalistes pour faire bien. La question de l'eau, elle est essentielle. Essentielle. Parce qu'encore une fois, ce qu'on a découvert en 2022 et 2023, c'est que sans eau, pas d'économie. Moi, je suis breton. La Bretagne produit 50% des haricots verts français. En 2023, baisse de production de 50% de haricots en Bretagne, à cause de l'eau, en Bretagne. Les agriculteurs aujourd'hui concernés, les coopératives leur disent, vous n'avez pas la garantie de l'eau, je ne vous signe pas de contrat. Je ne vous signe pas de contrat. Je suis allé voir Limagrin, dans la plaine de Limagne. Les agriculteurs disent, pas de garantie de l'eau, pas de contrat. Donc attention, là c'est sérieux. Donc si l'agriculteur n'a pas la garantie d'avoir de l'eau, il ne peut pas travailler. Alors je ne vous parle pas de l'industrie, je ne vous parle pas des réacteurs nucléaires qu'il faut refroidir et qu'on est obligé d'arrêter parce qu'il n'y avait pas assez d'eau dans les fleuves, etc. Je ne vous parle pas de la température de l'eau, je ne vous parle pas de tout ça. Mais en tout cas, il va y avoir une tension sur la ressource. Donc la nécessité de partager. Alors ce que je voudrais dire, pour finir, c'est que si on veut réussir ça, il faut redonner du sens et de la fierté. La question environnementale, ce n'est pas des contraintes, c'est une obligation. On perçoit toujours les choses de manière négative, comme si c'était mal. Alors que ce bien commun, on en a tous besoin. Donc il faut donner du sens et il faut aider ceux qui protègent. Et aujourd'hui, malheureusement, en France, on fait tout le contraire. C'est-à-dire que plus vous... Je vais prendre un exemple. Plus vous artificialisez les sols, plus vous impactez la ressource en eau, plus vous êtes aidé. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez deux terrains. Il y en a un qui est constructible, l'autre qui n'est pas. Vous héritez de celui qui est constructible. Vous allez pouvoir le vendre. Vous allez faire une plus-value. L'agriculteur va être indemnisé, puisqu'il y aura de l'argent. La commune va être contente parce qu'elle va construire. Elle aura de la fiscalité supplémentaire, etc., etc. Le deuxième terrain, c'est un terrain non constructible. Comme on dit, c'est une friche, ça ne vaut rien. Sauf que cette friche qui ne vaut rien, c'est une zone humide. Elle préserve l'eau, elle garde l'eau, elle préserve la biodiversité. Et on vous dit, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien pour le propriétaire, ça ne vaut rien pour l'exploitant, ça ne vaut rien pour la commune. Ça ne vaut rien. Mais non. Mais si, justement, ça vaut quelque chose. Parce que c'est ce qui va permettre de préserver ce bien commun, cette ressource en eau. Donc si on veut réussir une politique de l'eau, il faut encourager ceux qui font bien. Il faut aider ceux qui font bien. Il faut partager. Il faut se mettre d'accord sur un certain nombre de règles. Et je pourrais utiliser ce que j'ai fait pour l'urbanisation, je pourrais le faire pour l'agriculture. Aujourd'hui, on a tendance plutôt à aider ceux qui produisent et qui impactent plutôt que ceux qui protègent. Là aussi, il faut redonner du sens. Il faut redonner, encore une fois, de la fierté. C'est faire autrement, mais c'est faire pour le collectif. Et ça, c'est absolument nécessaire. Et face Peut-être... J'ai fini. D'accord. Et face à ce qui nous arrive aujourd'hui, quand même, qui est assez incroyable, quoi. Moi qui suis un peu ce dossier-là depuis des années, on vit une accélération absolument spectaculaire. Et aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que si on décide vraiment de se mobiliser, on connaît voilà. Par contre, il va falloir le faire. Et ça va être une difficulté. Mais je crois que c'est aussi un beau sujet parce que ça nous concerne tous. Merci beaucoup. Merci pour ce deuxième panorama des enjeux. On va retourner également sur le terrain, après le terrain d'un comité de bassin, le terrain d'une métropole. Donc là, on est plutôt dans le cas d'une zone urbaine qui était évoquée. Donc au niveau de la métropole du Grand Lyon, quels sont les enjeux et quelles sont les actions mises en œuvre pour protéger la ressource en eau? Alors, je vais vous redonner espoir sur ce qu'on peut faire au niveau local. Je partage à la fois le constat qui a été fait par Thierry Burlot. Très sincèrement, je fais moi-même partie du conseil d'administration de l'agence de l'eau Rhône-Corse Méditerranée et également celui de François Bafoile. On est vraiment dans une situation aujourd'hui extrêmement préoccupante du point de vue de l'eau et il ne s'agit rien moins que de repenser la gestion de l'eau en bien commun
dans un contexte de changement climatique qui va extrêmement impacter nos manières de vivre et nos territoires, hein, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et on l'a vu, hein, la gestion et la préservation de la ressource, elles sont vraiment au cœur de très nombreux enjeux que nous avons essayé de traduire dans nos politiques publiques à l'échelle de la métropole de Lyon, et c'est de ça dont je vais vous parler. Alors, on est parti du constat, je le refais très rapidement, hein, comment on fonde nos politiques publiques dans une vision à long terme, je vais revenir là-dessus, hein, et qui sont pas des visions à l'échelle d'un mandat. Politiquement, généralement, les politiques sont souvent préoccupés de ce qu'ils font durant leur mandat pour rendre compte aux concitoyens. Or là, on est sur des sujets où il faut vraiment avoir une vision à long terme. Donc on constate, hein, et sur le bassin Rhône-Corse-Méditerranée, c'est la même chose qu'en Loire-Bretagne, hein, que l'eau se raréfie. On a déjà perdu 14% d'eau douce renouvelable sur les territoires, l'eau qui est amenée par les cours d'eau et par les pluies. Vous avez mentionné effectivement les baisses prévisionnelles des masses d'eau à venir qui sont extrêmement alarmantes, et le Rhône également n'y échappe pas, puisque les études de l'Agence de l'eau montrent qu'on va perdre au moins 20% du débit d'ici 2050 du fleuve, ce qui va nous poser des problèmes. Alors, je ne parle même pas de la période après 2050, quand on n'aura plus l'alimentation par le glacier du Rhône. C'est encore un autre sujet. Donc une ressource en tension. L'eau est un patrimoine fragilisé par les pollutions. C'est le constat qu'on fait sur notre territoire. Et alors on est bien placé pour en parler, puisqu'on est aussi, nous, au cœur d'un scandale environnemental et sanitaire qui est la pollution au PFAS, polluants éternels, qui nous impactent fortement, mais également on est soumis aux pollutions agricoles sur nos masses d'eau. Je voudrais insister sur le fait que l'eau est aussi aujourd'hui un élément essentiel de qualité de vie en milieu urbain notamment, et on prendra cet axe-là, hein, puisque je vais parler au nom d'une métropole. Et puis que, effectivement, le constat du changement climatique qui affecte profondément le cycle de l'eau dans son ensemble et qui subit des perturbations majeures à l'échelle planétaire et locale, évidemment. On n'a pas besoin de vous l'expliquer, je crois que les illustrations sont claires depuis quelques années. Et avec une accélération, comme le dit Thierry Burlot, extrêmement préoccupante. Donc le constat qu'on a fait, nous, en tant qu'élus, et moi dans ma délégation, qui s'appelait eau et assainissement au début du mandat, et que j'ai très vite renommé cycle de l'eau, parce qu'on ne peut pas aborder cette question par des aspects techniques, et c'est pas une histoire de tuyaux, la gestion de l'eau, c'est un grand circuit fermé qui est le même depuis des années. On dispose de la même quantité d'eau douce à l'échelle planétaire, et on ne va pas en inventer, contrairement à ce qu'on nous fait croire avec les techniques de désalinisation de l'eau de mer notamment. Donc on s'est dit, il faut qu'on arrive à préparer notre territoire, préparer nos concitoyens à vivre dans un monde différent, avec des politiques véritablement d'adaptation au changement climatique et aux enjeux auxquels on a à faire face. Donc il s'agissait pour nous d'abandonner une conception de la ressource qui est destinée à des usages, donc, et de considérer l'eau beaucoup plus comme un patrimoine commun. Je préfère le mot patrimoine au mot bien. Vous comprendrez pourquoi, hein. Le patrimoine, on le transmet, le bien, on en profite. Patrimoine commun qui est vital pour l'humanité et l'ensemble du vivant. Et on a quand même souvent eu des visions extractivistes, hein, vis-à-vis de la gestion de l'eau, parce qu'elle était abondante en France et qu'on ne se posait pas la question, et que du coup, on n'avait même pas conscience qu'on la partageait non seulement en tant qu'humains, mais avec l'ensemble de nos écosystèmes qui nous sont indispensables pour vivre. Donc cet élément-là, considérer ça comme un patrimoine commun vital, je vous dirai comment on l'a traduit, hein, et passer donc de ce référentiel extractiviste à un référentiel de qualité de vie, à un référentiel d'adaptation au changement climatique et un référentiel de gestion démocratique du bien commun. Il y a en fait un enjeu fondamentalement démocratique dans la gestion de l'eau, puisque pendant des décennies, c'est un sujet qui a été extrêmement technicisé dans un entre-soi des acteurs de l'eau, et les citoyens ont été éloignés en fait des enjeux politiques de sa gestion, et qu'aujourd'hui nous devons faire ce travail de sensibilisation, d'inclusion des citoyens dans cette question de la gestion de l'eau, parce qu'il ne s'agit pas d'autre chose que de nos conditions de vie.
Et je pense que c'est ce qui m'a guidée, en fait. Hein. J'ai essayé depuis le début du mandat de remettre cette question de l'eau. Je pense qu'à force de travail, on y arrive, à mettre l'eau vraiment au centre de nos discussions et de nos politiques publiques comme une matrice de nos politiques publiques aujourd'hui. Parce que Thierry Burlot l'a bien évoqué, elle a un impact sur tous nos usages, elle a un impact sur l'économie, évidemment, mais comme je vous l'ai dit, sur l'ensemble de nos conditions de vie. Je vous rappelle rapidement les compétences de la métropole, parce que ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. La métropole, elle a l'intégralité des compétences du cycle de l'eau. Hein. Elle a un rôle d'organisatrice des services publics d'eau potable et d'assainissement, évidemment. Elle a également les compétences élargies à la gestion des eaux pluviales urbaines. Et ça, ce n'est pas un petit sujet aujourd'hui, vous l'avez évoqué tous les deux. Et puis, elle a la compétence également GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations. Donc des sujets très importants qui, dans le contexte que je vous ai expliqué et au regard donc, de ces compétences, doit nous forcer, nous obliger à porter une vision anticipatrice dans des politiques publiques stratégiques. Vous l'avez mentionné également, on ne peut pas se contenter d'avoir des politiques publiques qui répondent à des besoins immédiats. On est là maintenant dans des politiques publiques sur la question de l'eau qui doivent être stratégiques à l'échelle des collectivités, c'est-à-dire dans une vision à long terme. Et je vous citerai quelques politiques que nous avons mises en place depuis le début du mandat. On doit agir tout au long du cycle de l'eau. Alors, Thierry Burlot le mentionnait, nos factures servent à payer à l'origine le petit cycle de l'eau. Néanmoins, le grand cycle, enfin, on ne peut pas concevoir la gestion d'eau simplement par le petit cycle, par l'entrée petit cycle. Le grand cycle a un impact extrêmement fort sur le petit cycle de l'eau, évidemment, et réciproquement, hein, tout ça est extrêmement interdépendant. Et donc, on doit bien l'appréhender de cette manière-là, en visant une amélioration quantitative et qualitative des usages et de la ressource. Donc, on a énoncé 5 chantiers prioritaires hein, pour la mise en œuvre de ces politiques stratégiques. Là, le passage en gestion publique pour le service public de l'eau potable, et je vous expliquerai rapidement pourquoi, qu'est-ce qui fonde cette décision. Une stratégie ville perméable et gestion des eaux pluviales urbaines, très offensive à la métropole de Lyon, je vous dirai en quelques mots pourquoi également. Un travail sur l'assainissement de demain, puisqu'on a aujourd'hui dans l'assainissement des enjeux extrêmement forts de qualité, mais également de valorisation énergie et matière sur nos territoires qui sont extrêmement importants. Et puis la stratégie GEMAPI, qui a été transférée aux collectivités en 2018, qui, à la métropole de Lyon, ne faisait pas l'objet d'une stratégie cadre. En fait, il y avait des actions par opportunité, hein, il y avait des actions GEMAPI par opportunité, mais pas de stratégie cadre, et donc une amélioration de la gouvernance de cette gestion des milieux aquatiques et de la protection contre les inondations. Vous en comprendrez l'importance. Et puis un travail, bien sûr, de sensibilisation, d'accompagnement des citoyens et vers la sobriété des usages et de la ressource. Donc on a voté plusieurs grandes politiques stratégiques, hein, outre le passage en gestion publique. Ce qui a accompagné le passage en gestion publique, c'est un cadre stratégique pour l'eau potable à l'horizon 2035, c'est-à-dire c'est la vision du service public et des enjeux du service public de l'eau potable à l'horizon 2035. Avec une régie qui, aujourd'hui, au public du Grand Lyon, travaille sur des schémas directeurs à des horizons beaucoup plus lointains, à l'horizon 2050, donc toujours dans une vision à long terme. Une stratégie en 2022, ville perméable, une stratégie très offensive dont je vais vous parler, parce que c'est un élément important, et puis ça fait écho à ce qu'on a beaucoup entendu dans la presse aujourd'hui, par rapport dans les médias, je veux dire, par rapport aux inondations récentes. Même si ce n'est pas l'alpha et l'oméga, enfin ce n'est pas la seule stratégie qu'on doit mettre en œuvre vis-à-vis de ça. Et puis on a voté en 2023 une stratégie cadre GEMAPI, donc gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations, avec un plan d'action et une taxe, puisque cette compétence a été transférée brute
aux collectivités, évidemment sans financement, mais avec la possibilité, la loi donc le précise, de lever une taxe appuyée sur la taxe foncière pour pouvoir financer ces politiques GEMAPI. Et chose que nous avons faite en 2023. Donc comment ça s'est traduit à l'échelle locale? Quelques mots sur la gestion publique de l'eau, parce que c'est quand même essentiel et qu'on n'a pas toujours les clés pour comprendre ce qui motive ce choix. C'est un choix qui est fondamentalement politique, dans le sens où la gestion publique a des finalités de droits humains, des finalités écologiques, des finalités démocratiques, des finalités d'équité que la gestion privée n'a pas pour objectif, n'a pas pour finalité. Et la maîtrise publique et elle seule, nous l'avions énoncé ainsi, mais nous le vérifions dans la mise en place de cette gestion publique. Elle choisit véritablement les finalités d'intérêt général avant celles de la rentabilité. Et aujourd'hui, c'est essentiel de pouvoir remettre cette gestion au cœur des compétences de la collectivité. C'est donc véritablement là aussi un choix d'une vision à long terme de la préservation de la ressource, bien sûr, hein, pour répondre aux besoins du territoire, parce que nous allons avoir besoin d'investir, nous allons avoir besoin de renforcer les investissements, de sécuriser nos ressources, de les diversifier, d'anticiper leur vulnérabilité. Actuellement, la métropole de Lyon est alimentée par une ressource unique. On a la chance d'avoir une ressource de très bonne qualité, un champ captant à Crépio-Charmy qui dessert 98% de la métropole et une eau qui est filtrée par les sédiments du Rhône qui n'est pas traitée, à part une goutte de chlore pour 5 baignoires d'eau, pour vous dire la chance qu'on a, parce qu'il y a énormément de collectivités qui traitent, et qui ont des usines de traitement de l'eau. Donc on a une ressource de très bonne qualité, mais une ressource unique. Donc aujourd'hui, si on a un problème, vous imaginez la situation, si on a un problème sur le champ captant qui dessert 98% de la métropole, on est incapable d'alimenter en eau potable notre population. Donc ce n'est pas des petits enjeux, hein, c'est des enjeux qui sont majeurs. Aujourd'hui, la diversification de la ressource, donc on a avancé là-dessus, hein, je vous assure, la régie publique s'est tout de suite saisie de ces questions et on avance sur cette question de diversification notamment et de préservation de la ressource, puisqu'elle est... il ne suffit pas qu'elle soit abondante, là pour le coup, puisqu'on a des problématiques de pollution qui impactent aussi nos captages. On a des captages alternatifs sur l'Est lyonnais. Actuellement, 5 captages sur 8 sont arrêtés pour des problèmes de pollution aux pesticides ou aux PFAS. Donc on ne peut plus avoir de ressources alternatives en raison de ces pollutions. Donc, très concrètement, hein, ce que vous disait Thierry Burlot, voilà ce qui se passe à l'échelle d'un territoire comme le nôtre et les conséquences que ça peut avoir. Ce choix de la gestion publique, c'est aussi un choix de maîtrise en fait, technique d'un service public d'importance vitale. Or, les collectivités se sont beaucoup démises de ces compétences, c'est-à-dire qu'elles ont confié à des délégataires privés parce que c'était compliqué, parce que c'était perçues comme très techniques. Elles ont confié la gestion de l'euro à des sociétés privées. Or, dans une période comme celle qu'on vous a décrite, qui est vraiment une période où il y a des tensions très fortes, où il y a des enjeux très forts qui engagent la responsabilité des collectivités, on ne peut pas se démettre en tant qu'élu, en tant que collectivité, de nos responsabilités sur des délégataires privés. Ça implique qu'on réinternalise les compétences et qu'on soit en capacité de faire face à ces enjeux et de prendre les bonnes décisions vis-à-vis des situations complexes auxquelles on a à faire face. Et si cette maîtrise technique n'est pas intégrée au patrimoine public, c'est extrêmement complexe de la mobiliser dans des contextes, dans des situations en tension. La gestion publique, c'est également un choix qui vise à garantir l'accès à l'eau universelle pour toutes et tous. Alors très simplement, on pense que tout le monde a accès à l'eau en France, chez nous aujourd'hui, avec de l'eau qui coule à son robinet. Non, ce n'est pas le cas. Dans la métropole de Lyon, il y a 3000 personnes qui vivent à la rue en permanence, qui n'ont pas accès à l'eau,
pour leurs besoins vitaux et essentiels, et 22 000 personnes qui vivent dans des situations extrêmement précaires, c'est-à-dire qui vivent dans des squats, dans leur voiture, qui ont des conditions de vie au mieux hébergées chez des tiers, mais en tout cas qui ont des vraies difficultés pour accéder à l'eau pour leurs besoins vitaux et essentiels. Donc ça, c'est aussi une mission qu'on a dévolue à la régie publique, puisque c'est un droit. Il a été déclaré par l'ONU comme droit universel, il y a plus de 15 ans maintenant, et il doit être effectif dans nos collectivités. Et puis enfin, c'est un choix au service de l'association, je vous ai dit qu'il y avait des enjeux démocratiques, donc l'association des usagers à la gestion de l'eau. Et pour ça, nous avons réservé au sein du conseil d'administration 4 places, il y a 20 personnes au sein du conseil d'administration, 14 élus, 4 représentants des usagers et 2 représentants des salariés. 4 représentants des usagers, c'est la régie publique en France qui a le plus de représentants des usagers. C'était ambitieux, mais nous avons vraiment souhaité que les citoyens reprennent une place dans la gestion de l'eau potable. Et on a pour ça mené toute une démarche qui s'est appelée, les Grands Lyonnais peut-être la connaissent puisqu'on a pas mal parlé en 2022, qui s'est appelée Au Futur, qui était basée sur les imaginaires, comment on se mobilise collectivement ensemble à partir de nos imaginaires pour imaginer un futur désirable avec moins d'eau. Et on a 8000 personnes qui ont participé à cette démarche dans la métropole et qui ont, avec nous, travaillé ces questions par différents moyens, y compris des moyens artistiques, du théâtre, etc., mais qui ont abouti vraiment à la construction de partage et d'imaginaire collectif sur la façon dont on pourrait gérer ensemble ces enjeux de l'eau à l'avenir. Donc, tentative effectivement de réponse à cette question de la solidarité, du partage des usages à l'échelle locale. Et on a abouti à une démarche de gouvernance, sur la gouvernance, on a réfléchi avec eux sur la gouvernance, et on a donc créé une assemblée des usagers de l'eau, qui désigne les 4 représentants des usagers au sein du conseil d'administration de la régie. Actuellement, cette assemblée qui reste ouverte, elle regroupe à peu près 120 personnes. C'est une espèce de petite convention citoyenne, enfin pas petite d'ailleurs, locale, qui a pour objectif d'être saisie de grands sujets stratégiques liés à la question de l'eau. Alors pour exemple, en 2023, elle a travaillé sur la tarification solidaire et environnementale de l'eau, qui va être mise en place en 2025, dans un travail itératif avec les élus tout au long de l'année. Et puis en 2024, elle a été saisie des enjeux de l'eau dans le cadre de la révision du plan climat de la métropole de Lyon. Voilà le type de sujet dont elle est saisie. Et puis les usagers donc, qui représentent les autres usagers au sein de la régie sont redevables de leur action auprès de leur représentation auprès de cette assemblée. Donc c'est actuellement une gouvernance assez unique en France. Beaucoup de collectivités nous demandent un peu, je vais souvent expliquer un peu comment on a travaillé, parce que ça intéresse effectivement et que beaucoup de collectivités sur le terrain ont conscience qu'il faut que les citoyens reprennent une place dans la gestion de l'eau. Un autre exemple des stratégies, je ne sais pas ce qu'il me reste comme temps. Pas beaucoup, mais... Pas beaucoup. Alors très rapidement, parce que c'est des politiques très importantes, la stratégie ville perméable de la métropole de Lyon. Stratégie ville perméable qui était appuyée sur 20 ans de recherche, puisqu'on a été cofondateur de l'OTU, l'Observatoire de terrain en hydrologie urbaine, qui est situé à l'INSA, et du GREI. Il y a 20 ans, et il y a plus de 20 ans maintenant, puisqu'on a édité un livre pour les 20 ans il y a déjà au moins 2 ans, et on s'est appuyé en fait sur ces recherches de gestion alternative des eaux urbaines en ville pour pouvoir construire cette stratégie. Les services de la métropole ayant déjà une pratique, mené un certain nombre d'expériences et plus que des expériences d'ailleurs, avaient déjà travaillé ces questions auparavant. Ce qu'il fallait dans ce mandat, c'est une ambition supérieure pour pouvoir accélérer et changer d'échelle au niveau de cette politique publique, parce que c'est une véritable politique publique d'adaptation au changement climatique.
En fait, on a tellement nos villes ont été construites, mais ça vous le savez tous, je reviens rapidement là-dessus, hein, dans une vision hygiéniste qui avait son fondement au XIXe siècle, hein, avec l'objectif d'évacuer le plus loin et le plus rapidement possible, hors des villes, les eaux urbaines, qu'elles soient usées ou pluviales. On a construit des énormes réseaux qui sont destinés à ça, qui sont souvent unitaires d'ailleurs, puisque 85% dans la métropole de Lyon, les réseaux sont unitaires, c'est-à-dire que les eaux de pluie rejoignent les eaux pluviales, les eaux de pluie rejoignent les eaux usées, pardon, et engorgent nos stations d'épuration, qui ne sont absolument pas faites pour traiter un afflux d'eau claire, donc qui génère des rejets pollués au milieu naturel en temps de pluie, notamment. Et c'est une eau qui part du territoire. Or, aujourd'hui, vous l'aurez compris, avec les problématiques de sécheresse que nous avons, la nécessité de rafraîchir nos villes, notamment par la végétalisation, nous avons besoin de garder l'eau sur le territoire. Et en même temps, nous avons besoin de gérer les ruissellements et les inondations qui sont déclenchés par ces extrêmes que l'on connaît, hein, dopés par le changement climatique, d'alternance de périodes de pluie intense et de sécheresse. Donc on doit pouvoir, avec des politiques comme ça, d'adaptation au changement climatique, gérer vraiment une partie de ces problématiques, puisque c'est vraiment l'artificialisation massive des sols qui nous a conduit à avoir ces ruissellements et ces inondations en milieu urbain, notamment, et que cette politique de désimperméabilisation, déconnexion des eaux pluviales, nous permet, par des solutions fondées sur la nature, d'infiltrer l'eau de pluie là où elle est. Alors, quand je dis ça, ça a l'air super, ça marche. Hein. L'ambition, c'est de déconnecter. Alors, quand je dis déconnecter, c'est pas la même chose que désimperméabiliser. Désimperméabiliser, c'est décrouter, désartificialiser et permettre à l'eau de rentrer dans le sol. Déconnecter, c'est qu'on fait des ouvrages qui permettent de ne plus envoyer sur des surfaces, sur des espaces publics ou sur des voiries, l'eau de pluie dans les réseaux unitaires. Donc de la garder dans les sols par des ouvrages divers qui sont des noues, des tranchées d'infiltration, des bassins d'infiltration, des tranchées de Stockholm, etc. On a tout un panel d'ouvrages que vous ne voyez pas, qui sont très présents maintenant dans la métropole, hein, dans tous les aménagements urbains. On va terminer bientôt. Oui. Et donc c'est une politique que nous déployons massivement maintenant, à la fois à l'échelle de la ville qui se construit, où là c'est facile, hein, puisqu'on a des outils tels que l'obligation d'infiltration à la parcelle qui oblige effectivement à travailler sur ces questions-là, dans les espaces publics et privés, mais également sur les espaces existants et sur les centres-villes, sur les parties denses de la métropole, où là on intervient sur les espaces publics, et chaque fois qu'on rénove une voirie, ou un espace public, aujourd'hui, on gère cette question de l'eau en amont de nos autres politiques publiques. Donc j'ai vraiment travaillé de manière transversale pour le coup, parce que comme vous le disiez, les politiques en France sont construites en silos, mais dans les collectivités, et dans les grosses collectivités souvent également, et l'enjeu dans une collectivité aussi importante que la métropole de Lyon, c'est vraiment d'arriver à mettre de la transversalité dans les politiques publiques pour trouver de la cohérence dont on a besoin pour faire face aux enjeux. Voilà, j'ai plein d'autres exemples. Hein. Oui, je vais vous donner un dernier exemple parce que c'est important. En fait, on n'a plus beaucoup de temps pour la dernière intervention. Si ça vous ennuie pas, parce qu'il est 10h09. Tout à fait. Je voudrais donner du temps à Solène. Il y a énormément de questions. Malheureusement, je vais juste les. Enfin, je vous les dirai. Je pense pas qu'on aura le temps d'y répondre. En tout cas, merci beaucoup. Et donc, dernière intervention sur la construction d'une offre par la Caisse des dépôts, par la Banque des territoires plus exactement, sur l'eau. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet de mon intervention, donc je rejoins évidemment tous les enjeux que vous avez évoqués autour de la gestion de la ressource en eau, des enjeux de gouvernance et notamment de gestion de ce patrimoine naturel qui est constitué par toutes nos masses d'eau, nos cours d'eau, nos lacs, nos rivières, etc. En fait, les investissements qu'il faudrait opérer pour retrouver le bon état de ces masses d'eau, on ne sait pas encore l'évaluer. On ne sait pas dire combien il faudrait investir pour effectivement arriver à réatteindre ce bon état. Par contre, l'Union des industries et des entreprises de l'eau a réussi à évaluer dans une étude publiée en 2022 les investissements à opérer sur plutôt le petit cycle de l'eau en incluant le sujet des eaux pluviales.
Et donc aujourd'hui, en fait, les investissements opérés par les collectivités sur ce segment-là est estimé aux alentours de 7,6 milliards d'euros par an. Et il faudrait, en fait, pour être au niveau des investissements opérés, au niveau des besoins d'investissement opérés, à être 4,6 milliards d'euros en plus. Donc voilà, je rejoins ce qui a été dit par François tout à l'heure. Il y a un vrai besoin d'investissement et de financement pour rétablir aussi nos infrastructures d'eau et notre patrimoine naturel et bâti sur le volet eau. Ce que je souhaitais aussi compléter par rapport à l'enjeu du changement climatique qui a un impact sur nos ressources en eau, c'est que ça a aussi un impact sur nos infrastructures qui ont de la vulnérabilité face à ce changement climatique et notamment sur tout le territoire littoral. On a un vrai enjeu dans le futur d'être en capacité de rendre résilientes nos infrastructures de gestion de l'eau sur ces territoires-là. Alors face à tous ces enjeux que rencontrent les gestionnaires de la ressource en eau, le groupe Caisse des dépôts effectivement s'est mobilisé. Donc le groupe Caisse des dépôts, c'est un établissement public qui s'inscrit au service de l'intérêt général. Et donc l'eau est une politique publique qui fait l'objet, et Thierry en a parlé, d'un plan gouvernemental sur l'eau publié en 2023. Et à travers la Banque des territoires, qui est un métier de l'établissement public Caisse des dépôts, on est inscrit en appui de la mise en œuvre de ce plan eau gouvernemental avec une mesure dédiée qui met en avant un certain nombre d'offres portées par la Banque des territoires. Alors, la Banque des territoires, elle a inscrit récemment dans son plan stratégique 2024-2028 la gestion de l'eau comme une mesure phare sur laquelle elle souhaite apporter un soutien aux collectivités, évidemment un soutien financier, parce que bon, voilà, on est une banque, mais un soutien qui va au-delà de ce soutien financier, et je vais vous l'illustrer tout de suite. Donc on a effectivement développé un continuum d'offres assez complet sur le volet financier, avec en premier lieu l'Aquaprêt, que j'imagine vous avez tous entendu et qui a notamment émergé des assises de l'eau en 2019. Et donc cet Aquaprêt, il permet de contribuer au financement de tout projet lié à l'eau, que ce soit des projets liés à l'eau potable, à l'assainissement, à la gestion des eaux pluviales, mais aussi à la GEMAPI. Et donc c'est une offre qui est un peu particulière portée par la Banque des territoires, parce qu'elle permet d'accompagner des projets et non pas des budgets de collectivité comme certaines banques le font plus classiquement. Donc là, on s'adosse à des projets et on propose des prêts qui sont des prêts de long terme, donc qui permettent de financer jusqu'à 100% du besoin d'emprunt, jusqu'à 100% du coût du projet, et sur des périodes allant de 25 jusqu'à 60 ans, du coup assez en cohérence avec l'amortissement technique des infrastructures de l'eau, qui effectivement sont des infrastructures de long terme, si toutefois elles font l'objet d'un bon entretien, d'une bonne maintenance. Donc voilà, donc l'Aquaprêt a plutôt eu une bonne dynamique ces dernières années, ce qui est plutôt positif, parce que ça veut dire qu'effectivement les collectivités le mobilisent pour répondre à ces enjeux d'investissement. C'est aussi, je pense, un peu le reflet de la dynamique du modèle économique de l'eau, qui est un petit peu en difficulté là, ces dernières années, parce que voilà, on a tous collectivement œuvré, et on œuvre toujours, il faut y aller pour la sobriété des usages de l'eau, pour limiter notre impact collectif et individuel sur la ressource en eau. Mais malheureusement, ça a un effet un peu néfaste sur le modèle économique des services publics, parce que du coup, si vous consommez moins, étant donné que votre facture d'eau est basée majoritairement sur le volume d'eau que vous consommez, et du coup, ça fait moins de recettes pour votre service d'eau, qui du coup a moins de moyens pour investir, dans un contexte où en plus les coûts de construction et puis les coûts de fonctionnement, notamment au travers du coût de l'énergie ou de l'augmentation des salaires, ne font que croître. Donc voilà, on est dans un contexte où le modèle économique de l'eau est un petit peu perturbé, et donc effectivement l'emprunt permet aux collectivités de maintenir quand même des ambitions d'investissement dès maintenant et de lisser l'effort aujourd'hui qui s'envisage autour du prix de l'eau et de le modèle de tarification de l'eau dans le temps, pour éviter que tout à chacun ait un peu un choc de son prix de l'eau pour répondre à ces enjeux d'investissement. Donc voilà l'Aquaprêt. On a une deuxième offre qui est assez peu connue, mais parce qu'elle n'est pas
Au niveau de ce que mettent en œuvre évidemment les agences de l'eau, on s'inscrit vraiment en complément. Donc on a une offre en ingénierie, donc on peut apporter un certain nombre de crédits d'ingénierie à des collectivités pour aider la structuration de leurs projets, donc structuration financière, juridique, technique de leurs projets, donc comme je le disais, en complément des financements des agences de l'eau. Sur ce volet-là, pour illustration, en référence aussi au plan que je citais tout à l'heure, on est partenaire au niveau de la Banque des Territoires, du CEREMA et de l'Association des élus du littoral, des agences de l'eau et de l'Office français de la biodiversité qui apporte son soutien tout particulièrement aux territoires ultramarins, dans un appel à manifestation d'intérêt autour de la réutilisation des eaux usées traitées au niveau des territoires littoraux. Donc en fait, la contribution de la Banque des Territoires, des agences de l'eau et de l'OFB permet un financement à hauteur de 80% de ces études de préfaisabilité pour étudier la pertinence de réutiliser l'eau usée traitée pour éviter, encore une fois, d'avoir trop de pression sur la ressource et avec une eau qui serait destinée à être rejetée en mer. Troisième offre portée par la Banque des Territoires, c'est une offre en investissement. Donc pour aider les collectivités à avancer dans leurs projets, on peut aussi contribuer en fonds propres à l'émergence et à la consolidation de certains services portés par des structures privées aux fins du petit cycle de l'eau, ou aussi dans des sociétés d'économie mixte qui sont des outils qui peuvent être mobilisés par les collectivités pour opérer en fait dans les territoires. Et enfin, la Banque des Territoires porte une offre de consignation qui peut être mobilisée par les collectivités gratuitement, et en plus c'est un service qui est rémunéré pour faire en sorte notamment d'acquérir du foncier sur des zones où il y a un vrai enjeu autour de la ressource en eau, donc notamment autour des zones de captage d'eau potable, mais aussi quand il y a des opérations de reméandrage de cours d'eau et qui nécessitent effectivement de l'acquisition de foncier pour redonner le bon fil du lit des cours d'eau. Donc voilà pour l'offre financière. Puis pour vous illustrer le fait qu'on va au-delà, on porte aussi un certain nombre d'outils digitaux à destination des collectivités. Et le premier que je souhaitais vous partager, c'est le dispositif Aquagir. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à le porter, parce que Aquagir, c'est une démarche partenariale qui a été initiée par la Banque des Territoires, mais qui mobilise le Cercle français de l'eau, dont j'ai le président à ma droite, l'Association des élus de bassin, les pôles de compétitivité sur l'eau, le BRGM et, j'en oublie toujours un, l'association des élus de bassin, il me semble que je l'avais mentionné. Bon. Voilà, en tout cas, on est 6 autour de la table pour porter ce dispositif. Donc, je vous invite à aller voir aquagir.fr, parce qu'en plus, si cette conférence vous a inspiré, ça vous permettra d'en savoir encore plus sur l'eau, sur la gestion de l'eau. Donc, cette plateforme, elle est tout particulièrement destinée aux collectivités locales pour leur donner un certain nombre d'informations sur l'eau, leurs compétences et comment ça peut s'illustrer dans les territoires, notamment avec des retours d'expérience qui sont référencés sur la plateforme. Cette plateforme, elle facilite aussi la vie des collectivités au sens où elle leur donne accès à un moteur de recherche des financements mobilisables sur l'eau, donc avec tout selon la nature de leur projet, selon leur territoire, quelles sont les offres en subvention, en prêt et autres qui peuvent être mobilisés pour financer leurs projets. Et puis aussi, il y a une plateforme de solutions, donc ça facilite aussi le sourcing des collectivités selon leurs besoins, de trouver des solutions, des prestataires qui œuvrent sur leur territoire pour répondre à leurs besoins et mettre en œuvre leurs projets. Donc ça, c'est aquagir.fr. Et puis, on est en train d'élaborer aussi un outil qui va venir nourrir à terme aquagir.fr, qui se nomme aujourd'hui Aquasense et qui vise à valoriser en fait la donnée publique, parce qu'en fait, on brasse énormément de données sur l'eau, et notamment les établissements publics, les agences de l'eau, les DDT, les ARS brassent énormément de données publiques sur l'eau qui sont référencées sur des plateformes, mais qui sont assez difficile à appréhender, à capter. Et donc, on va essayer de valoriser cette donnée pour donner à voir aux collectivités quelle est la qualité et quelle est la quantité de leurs ressources sur leur territoire, donc à l'échelle de la commune, à l'échelle de l'EPCI, puis même à l'échelle du bassin hydrographique et en l'occurrence du SAGE quand il y en a un sur le territoire. Donc voilà ce que propose la Banque des Territoires. Et puis un dernier mot pour vous dire, et comme ça j'aurais été, j'espère, assez rapide pour
permettre de prendre en compte certaines de vos questions. Voilà, on se rapproche de plus en plus des agences de l'eau avec qui on a des partenariats pour optimiser le financement de l'eau aux fins des collectivités qui sont les structures opératrices de l'eau. Et donc, voilà, on fait en sorte notamment de collaborer autour de dossiers communs pour faire en sorte que quand une collectivité demande une subvention à l'agence de l'eau, le dossier puisse être facilement transféré en l'état sans nécessiter d'autres éléments supplémentaires à fournir par la collectivité à la Banque des territoires pour instruction si nécessité d'un prêt, ce qui n'est pas toujours le cas évidemment, parce que les collectivités ont la possibilité bien sûr de financer, d'autofinancer ou de financer grâce à de la subvention en totalité leur projet. Voilà, Isabelle. Merci beaucoup, Solène. Alors, je ne sais pas comment faire parce que nous avons beaucoup de questions. Je vais peut-être en lire déjà une moitié et chacun d'entre vous répondra à celle qui vous semble la plus stratégique ou la plus importante. Alors, première question concernant le reméandrage, comment faire face à des propriétaires qui refusent de céder une partie de leur terrain? Question plus générale, comment concilier impératif écologique et intérêt économique? Un témoignage, j'ai travaillé en tant que stagiaire et en CDD à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée. Le constat en termes RH est déprimant. Une moyenne d'âge très élevée, des personnes qui partent à la retraite et qui ne sont pas remplacées, pas de recrutement de jeunes, avec le risque d'une réelle perte de compétences. Quel avenir pour ces institutions? Question pour Madame Grosperrin, pourquoi la désalinisation n'est pas un levier? Autre question, où en sommes-nous sur la question des PFAS à l'échelle de la métropole, mais ça, vous en avez un peu parlé, même beaucoup. Autre question pour Thierry Burlot, faut-il partager oui, Sainte-Soline, quel est un petit point d'actualité sur ce territoire, puisque vous en avez parlé. Et puis après, je ferai une autre série de questions. Volet sensibilisation peu visible au niveau des citoyens. Nos actions de préservation sont guidées par nos convictions personnelles. Quelles améliorations possibles? Voilà, premier paquet de questions. Alors, on ne va pas répondre à tout, mais si quelqu'un veut répondre, François, tout le monde répondra très vite, court. Je vais aller très vite. Je prends la première question. Qu'est-ce qu'on fait si un propriétaire ne veut pas? Rien. Parce que la propriété, elle est fondamentale. Je prends deux exemples. Ça me restera toujours, je ne vais pas dire son nom, mais il est responsable d'une haute institution dans le bassin de Nord-Aquitaine et qui me disait le problème en France, c'est la propriété. Alors je m'étonnais un peu en me disant quand même, vous n'êtes pas communiste, etc. Mais il me dit non, c'est ça qui fait en fait obstacle à la mise en place de certaines politiques, puisque les propriétaires, les exploitants agricoles ou industriels, etc., peuvent tout à fait, au nom de leur droit de propriété, refuser l'injonction publique. Et on a envie de dire heureusement. Et on a envie de dire heureusement dans un certain sens. Le deuxième point, et je termine là-dessus, la question des moulins. Si je l'ai mentionné, la question des moulins, c'est essentiel. Même si c'est microscopique, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que le droit des moulins, il date d'avant la Révolution. Merci. Et parce qu'il date d'avant la Révolution, c'est un droit auquel on ne peut pas toucher. C'est le droit du peuple, effectivement, contre celui des seigneurs. On va avoir les micros qui vont être déconnectés d'office. Donc, Madame Grosperrin... Sur la question de la désalinisation ou de la réutilisation des eaux usées. D'ailleurs, en fait, toutes ces techniques... alors, en fait, je pense qu'on ne va pas s'en sortir par le technosolutionnisme. Dans le monde, on a 2,8% de l'eau qui est de l'eau douce. Et moins de 1% est accessible à l'être humain. Et comme je vous le disais au départ, dans un immense circuit fermé. Donc on ne va pas fabriquer de l'eau douce. On est aujourd'hui effectivement dans une situation de tension parce qu'il y a une répartition qui est complètement différente à l'échelle planétaire. Mais ces techniques-là nous donnent l'illusion qu'on va fabriquer de l'eau. Et c'est pas qu'elles ne sont pas intéressantes dans certaines situations, oui, parce qu'il y a des situations où on n'a pas le choix et on peut faire, on est obligé de faire appel à ça. La réutilisation des eaux usées traitées peut avoir un intérêt. Enfin, on peut parler de toutes les techniques d'ailleurs qui viseraient à réutiliser l'eau. Il y a les eaux grises, etc., les eaux pluviales, etc. Mais c'est surtout que ça donne l'illusion qu'on va pouvoir toujours prélever autant sur la ressource
et qu'on ne va pas être obligé d'aller vers la sobriété, puisque finalement la technologie va nous sauver. Voilà. Et c'est en ça que je dis attention. Ce sont vraiment, ça c'est du technosolutionnisme, c'est pas vrai. La quantité d'eau douce, elle reste la même, et soyons très prudents. De toute façon, nous n'éviterons pas d'aller vers la sobriété, vers la solidarité et le partage de l'eau. Merci beaucoup, c'est tout à fait clair. Monsieur Burlot? Alors, il me faudrait 1 heure pour Sainte-Soline, donc je ne vais pas vous parler de Sainte-Soline, mais je vais quand même vous dire un mot. 24 millions de mètres cubes d'eau prélevés dans la nappe de la Sèvre niortaise, autorisés par l'État à des propriétaires privés, à des exploitants, pour faire de l'irrigation. Ça, c'est le bilan. La nappe de la Sèvre niortaise, c'est un gruyère. Elle se vide très vite, elle se remplit très vite. 24 millions de mètres cubes, c'est la moitié de la consommation d'un département français moyen, annuel. Donc vous imaginez, la nappe s'est effondrée. Donc l'État accordait des autorisations comme ça sans se poser de questions de savoir si c'était possible ou pas. Donc l'État s'est rendu compte il y a 5 ans que c'était plus possible. Les agriculteurs aussi d'ailleurs, parce que évidemment il fallait forer de plus en plus profond pour avoir de l'eau. Donc on a dit on arrête ça et on va passer de 24 millions de mètres cubes à 14 millions de mètres cubes autorisés. Donc pour les agriculteurs ça a été moins 10 millions comme ça du jour au lendemain. Et sur les 14 millions ils ont dit on va en faire 6 en substitution. C'est-à-dire qu'on va faire des stockages à travers les bassines pour pomper, pour stocker de l'eau l'hiver, quand il y en a plein, et ainsi ménager la nappe l'été. Donc, sur le fond, c'est pas si idiot que ça. C'est une adaptation au dérèglement climatique. La question, c'est pourquoi faire? Alors, pourquoi ça a dérapé complètement? Parce que personne ne se fait confiance. Parce que personne ne donne les chiffres que j'ai donnés. On allait même jusqu'à dire que c'était 24 millions plus 6, 30 millions. Donc comme personne ne contrôle personne et que personne n'a la maîtrise de la nappe, personne ne se fait confiance. Ensuite, on a dit pourquoi pas, mais il faut changer le modèle agricole. Parce que si c'est pour continuer dans la technique et ne pas changer le fondamental, à savoir avoir des consommations moindres en agriculture, etc., avoir moins d'intrants, moins de pesticides, etc., ça ne le fait pas. Donc il y a eu un accord de signé, à l'initiative de Delphine Batteau d'ailleurs. Il y a eu un accord de signé. Le problème, c'est que personne ne se fait confiance. Donc l'accord, il a été signé, 2 jours après, il était contesté. Parce qu'encore une fois, l'État n'était pas dans son rôle d'arbitre, mais il était partie prenante d'une affaire. Alors, je ne vous cache pas un élu local, pas un maire, pas un président de communauté de communes, pas un élu départemental, pas un élu régional. Tout le monde est parti. De droite et de gauche. Parce que la trouille. Parce que dans cette affaire, il faut dire les choses, il va falloir du courage politique. Pour s'occuper de ces questions, il faut du courage politique. Parce qu'il va falloir faire des choix. Donc ce que je vais vous dire, c'est que Sainte-Soline, il y en aura d'autres. Si on ne se comprend pas, il y en aura d'autres. Donc c'est ce projet de la gestion de l'eau de la Sèvre niortaise, ce n'est pas un problème d'État, c'est un problème de territoire. Qu'est-ce qu'on veut dans ce territoire? Quelle agriculture? Pour quel modèle? Etc. Et si le territoire n'est pas engagé, ça ne se fera jamais. Sur les agences de l'eau, je voudrais vous dire que je ne crois pas sincèrement qu'on soit en déficit d'ingénierie sur les problèmes de l'eau en France. Parce qu'on a des moyens. Moi, en Bretagne, un jour, on avait fait un travail là-dessus. On a 600 personnes qui travaillent sur le grand cycle de l'eau en Bretagne. 600 personnes. Donc, ce n'est pas un problème de moyens, je ne crois pas. Les moyens des agences, c'est vrai que pendant des années, ils ont été réduits, mais je rappelle que les agences ne font que financer. Et ce qu'il nous faut surtout, c'est ce que vous avez dit, Madame la Vice-Présidente, c'est des maîtres d'ouvrage qui soient engagés. C'est surtout ça qu'il nous faut. Parce que, encore une fois, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'État lorgne encore... On va essayer juste de prendre une dernière question. Pardon, je suis désolée. Il y a une question sur la tarification progressive. Je trouve qu'elle est intéressante. Oui, alors la tarification progressive,
je peux en dire quelques mots. Il y a un certain nombre de collectivités qui l'ont fait déjà, Montpellier, Dunkerque, notamment Grenoble qui a été précurseur. Pourquoi on a mené cette réflexion avec l'Assemblée des usagers de l'eau? C'est parce que de toute façon, nous allons être obligés de gérer l'eau différemment. Et que nous pensons qu'un mètre cube n'est pas égal à un mètre cube en fonction de l'usage qu'on en a. C'est-à-dire qu'on a des mètres cubes qui sont destinés à un usage vital dont chacun d'entre nous a besoin. Et on a des usages professionnels qui sont importants, enfin, on l'a dit pour l'économie, etc. Tout dépend comment ils sont utilisés aussi. Et on a des usages d'agrément. Et il va falloir se fixer des priorités et introduire effectivement une valeur sociale à l'eau qui aujourd'hui n'est pas traduite dans les tarifications. Donc la tarification progressive, elle vise à ça en fait, elle vise à créer des paliers qui sont destinés à donner une valeur sociale à l'eau et à tarifer différemment en fonction des consommations et des usages qu'on en a. Alors la loi en France aujourd'hui, elle permet ça, elle a introduit la possibilité de faire des tarifications sociales et progressives. Et donc on a la capacité à, dans le cadre réglementaire qui est actuel, de dissocier les usages domestiques des usages non domestiques. Mais à l'intérieur des usages non domestiques, on n'a pas la capacité à distinguer les services essentiels, services publics, hôpitaux, crèches, écoles, etc., et les usages professionnels. Donc c'est un premier pas, en fait, dans la réflexion sur la tarification progressive, mais c'est un élément qui est important, en tout cas, est très symbolique vis-à-vis des usagers pour se dire, oui, si je vais au-delà de ce seuil, c'est que peut-être je consomme trop et que c'est assez logique que quand je consomme trop, je paye davantage. Merci beaucoup. Il y a un dernier élément de réponse par Solène et on termine. Tout à fait. Donc je voulais simplement une toute petite réaction sur le sujet emploi, compétences, en vous renvoyant vers une étude portée par la filière française de l'eau qui justement a fait cette analyse en France de l'emploi et des compétences sur l'eau et qui est un peu plus optimiste que le commentaire sur la nécessité effectivement de recruter des jeunes dans ce secteur d'activité-là, effectivement avec un enjeu de transfert de compétences de la génération qui est plutôt sur le départ vers la retraite. Donc voilà, je vous invite à aller la consulter. Merci beaucoup pour ce partage et merci à vous tous. Merci aux intervenants.